4e victoire d'affilée en championnat, 12 points sur 12. L'OM est seul deuxième. Salutations à toutes et à tous. Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match OM Montpellier. 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire 2-0 de nos Olympiens. C'est parti. Tout d'abord, parlons de l'ambiance au stade. Belle ambiance, plus de 55 000 supporters marseillais. Bon, le haut du virage sud et le haut du virage nord étaient fermés pour cause de sanctions de la Ligue, usage d'engins, pyrotechniques, tout ça. Mais donc, les supporters se sont déplacés, certains en Jambouin, d'autres en Gannet. Donc, ils ont pu être là pour mettre l'ambiance. Il y avait quand même un tifo au virage sud. Il y avait du monde quand même au virage nord. Donc, la belle ambiance. On vous a entendu chanter. Bravo à vous les gars, comme d'habitude. Tout d'abord, petite pub pour mon partenaire en Chine, maillogo.com. C'est un site où tu peux trouver des maillots de club, des maillots internationaux, des équipements comme ces vestes, tu vois, ces jolies petites vestes de l'Olympique de Marseille. Ce maillot d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Tu peux trouver aussi d'autres clubs, bien entendu, de Ligue 1, de Bundesliga, Serie A, Première Ligue, Liga espagnole, tout ce que tu veux. Hommes, femmes, enfants. Si tu commandes avec mon code SOM15, tu auras 15% de réduction sur l'ensemble de ton panier et 5% me sont reversés par le vendeur. Et moi, ces 5%, je les reverse aux deux associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc voilà, n'hésite pas à aller sur ce site. C'est des maillots ou des vestes de très très bonne qualité. Vraiment, tous ceux qui ont commandé en sont vraiment pas déçus. Alors, pour le débrief, la compo, Sampaoli nous a surpris en remettant Mandanda dans les buts, mais c'est un peu mérité aussi au vu de ses dernières prestations. Donc, Steve a fait un bon match. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais le peu qu'il a fait, à chaque fois, comme je dis, c'est bien fait, c'est serein, prise aérienne, jeu au pied. Il y a eu très peu de frappes cadrées, une tête de Germain en fin de match, bon, c'était sur lui. Un tir de Savanier, mais c'était hors cadre, ça a touché le petit filet. Hormis ça, Mandanda, serein, pas de problème. La défense centrale, à la base, c'était Khaled Takar, mais on a appris donc sur la chaîne Prime TV qu'il a dû déclarer forfait, pas par blessure, il se sentait pas bien. Alors là où ils m'ont fait rire, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont pris sa température et qu'il était fiévreux avec 37,2. 37,2, c'est la température normale du corps. Tu n'es pas fiévreux à 37,2, tu commences à l'être vers 37,6, 37,7. Donc je pense oui, forcément, il a dû avoir de la fièvre, un coup de moins bien, etc. Bon, pas de souci. Camara a pris le poste en défense centrale et il a bien fait avec William Saliba. Mais c'est là où je me permets de lancer un petit peu une petite pique en sachant que tu as Balerdi blessé. Je vais revenir vite fait sur le cas Alvaro. Tu te prives d'un joueur d'expérience, d'un défenseur central. Alors même si tu ne mets pas titulaire, mais au moins tu l'as sur le banc parce que du coup sur le banc, tu n'avais pas d'autres défenseurs centraux de métier. Tu avais Luan Pérez qui était titulaire avec du coup Camara et Saliba. Bon, Luan Pérez jouait défenseur gauche, mais à la base c'est un défenseur central. On arrive sur la fin de saison, il reste 7 matchs de championnat. Si on veut aller au bout de cette Conference League, c'est encore 4 matchs. Voilà, j'en veux un peu à Sampaoli pour cette gestion des joueurs, surtout du cas Alvaro qui sur une fin de saison, il peut t'apporter, de jouer juste 2 ou 3 matchs, au moins permettre à des joueurs comme Khaled Takar ou Saliba de souffler pour éviter cette accumulation, tu vois. Et j'espère vraiment me tromper, mais t'es pas à l'abri d'une blessure en fin de saison, etc., ou des suspensions, et du coup, t'es obligé de bricoler, de faire descendre des Camara, ou même s'il a bien joué, je te dis, ou il a été formé à ce poste, mais ça me plaît pas, voilà. J'aurais préféré vraiment garder Alvaro jusqu'à la fin de saison et gérer son cas tranquillement quand la saison était finie. Donc bon, Camara, Saliba, ça a été vraiment très costaud pour ces deux jeunes défenseurs centraux. Ils ont tenu la baraque. Luan Pérez donc était défenseur gauche et Rongier a pris le poste d'arrière droit. Alors Luan Pérez, pas de problème, très discret offensivement, parce qu'après il avait Dieng et Gerson devant lui, donc il n'a pas tellement porté le ballon. Enfin, on l'a pas vu après la ligne médiane, c'est pas plus mal. De l'autre côté, Rongier, offensivement, quand il a le ballon, ça passe. Par contre, c'est énormément passé dans son côté, surtout en première mi-temps, dans le premier quart d'heure où il a subi un peu les assauts de Montpellier. Bon, défensivement, Rongier, voilà, c'est pas son poste de base,
Mais après, il est dur sur l'homme, il gagne des duels. Donc ça reste un match bon de Rongier, même si voilà, le premier quart d'heure, à l'image de l'équipe, il a un peu subi. Rongier remplacé à un quart d'heure de la fin, il me semble, par Lirola, qui a pris donc ce poste de latéral droit, et que lui, par contre, on a vu un peu plus haut. Au milieu de terrain, donc, on avait Guendouzi, Gueye, à la récupération. Donc Gueye, il y a eu, comme d'habitude, du bon, du très bon, hein, à se sortir des petits espaces, à tenter des frappes. Il tente de plus en plus, même si elles sont pas cadrées, mais ça apporte quand même une solution, tu vois. Ça le met en confiance, et ça prouve aussi qu'il se porte dans les 20 derniers mètres adverses, et ses frappes, des fois, peuvent faire mouche. Bon, par contre, des fois, il y a aussi beaucoup de déchets. Il y a des fois où il va en faire trop, ou péché de jeunesse, etc. Mais je vois beaucoup de qualité en ce joueur. Et dans un match, je te dis, il y a du très bon et des fois du raté, du mauvais, parce qu'il y a un peu de déchets. Mais ça reste un joueur fiable, hein, et qui, au fil des matchs, je trouve, prend de plus en plus d'assurance. Guendouzi, comme d'habitude, de partout. Je me demande comment il fait pour enchaîner autant de matchs. Là, tu vois, je l'aurais fait sortir un peu Guendouzi, pas parce qu'il a fait un mauvais match, mais pour vraiment l'économiser, parce que jeudi, donc on fait le retour là-bas en Grèce. Après, il y a ce fameux match, le Classico, au Parc dimanche prochain. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs, hein, dans leur meilleure des formes. Ces deux matchs sont très importants. Un pour une qualification en demi-finale, et l'autre parce que c'est le Classico, tu vois. Donc oui, moi, un Guendouzi, je l'aurais fait sortir à un quart d'heure de la fin, 2-0. Tu fais sortir Gueye, d'accord. Moi, j'aurais fait sortir aussi Guendouzi, tu vois, et faire rentrer quelqu'un d'autre au milieu de terrain, afin d'arriver à faire quelque chose. Il y avait moyen. Bon, faisant confiance à Sampaoli, mais voilà, c'est un joueur qui enchaîne énormément et qui est rarement remplacé, quoi. Gerson, quant à lui, a joué donc un peu plus haut. Beaucoup de récupération. Gerson très très juste techniquement. Auteur donc de cette passe, on pouvait presque dire passe décisive, hein, sur l'action qui mène le penalty pour Dieng, cette talonnade dans la surface. Il a une bonne vision du jeu, il récupère beaucoup de ballons, pareil, il est en confiance depuis quelques matchs, Gerson. C'est bien parce que ça fait fermer des bouches à beaucoup de gens, dont la mienne, et j'assume. Ça va beaucoup mieux, Gerson, hein, par rapport à un début de saison où c'était un peu en dents de scie. Là, c'est très régulier, il s'est adapté à la Ligue 1. Physiquement, donc il s'est adapté, hein, à l'impact et au duel qu'il y a dans ce championnat. Non, des très bons matchs de Gerson, où on le trouve aussi offensivement. Défensivement, il revient souvent aider. Bon, pas de problème, hein, il a joué tout le match, bravo à lui. J'espère qu'il sera dans cet état de forme pour le match contre Paris. Il a joué tout le match, pourquoi? Parce que jeudi, bonne gestion là par contre du joueur. Jeudi étant suspendu, il ne joue pas, donc tant qu'à faire, autant le faire jouer entièrement ce match-là. Et il a une semaine du coup pour se préparer, se reposer, et j'espère qu'il fera un très grand match contre Paris. Les joueurs offensifs, Under, Harit, Bamba Dieng. Je vais commencer par Under, qui a été bien, hein, comme on connaît son style, hein, provocateur, dribbleur, percussion, vitesse, des débordements, changement d'aile, etc. Bon, pas de problème. Under très bon, qui a été remplacé lui par Luis Enrique vers l'heure de jeu, mais qui malheureusement sur les quelques ballons qu'il a donnés n'ont pas été exploités, notamment par Dieng, et d'ailleurs on rebondit tout de suite sur Bamba Dieng. Dieng dans ce match-là, c'est comme Gueye, il y a du très bon et il y a où il m'a gonflé en fait. Dieng, c'est un joueur qui est souvent bien placé. On l'a vu sur le premier but. Bon, on va dire tout le travail a été fait par Harit. Mais c'est un joueur aussi, donc il fait de bons appels. Ses appels sont assez millimétrés et chirurgicaux, comme on dit. Mais après, par contre, la finition, qu'est-ce qu'il a loupé? Ce ballon en profondeur où il pousse mal le ballon, alors que normalement il doit revenir sur la droite pour boucher l'angle de retour du défenseur. Il pousse mal la balle. Ensuite, il y a un ballon qui lui arrive dans les pieds où il fait une frappe du gauche qui part dans les étoiles. En deuxième mi-temps, donc il y a ce ballon de Under en profondeur qui ne reprend pas. Ça fait beaucoup. Il y a eu des pertes de balles. Dieng, c'est un bon joueur, mais il manque un peu d'intelligence tactique, peut-être, ou comme on dit, de QI foot. Pourtant, en début de saison, quand on gagne à Monaco, il met 2 buts, et j'avais dit dans mon débrief que je l'avais trouvé intelligent sur ses buts, notamment sur sa course de balle sur le premier ou sur le deuxième, bref, et après son but où il se retourne, qui frappe bien, je l'avais trouvé intelligent dans ses gestes. Et bien là, depuis quelques matchs, Dieng, je le trouve un peu brouillon, un peu
un peu bourrin, quoi. C'est-à-dire, je cours, mais je fais pas attention à ce que je fais. Alors, il est très très jeune. C'est pour ça on va pas l'enterrer. Il a un gros potentiel. Il faut qu'il travaille sa finition. Sur le pénalty obtenu, donc c'est lui qui subit la faute. J'aurais préféré presque qu'il termine l'action et qu'il la conclue lui-même. Déjà, ça lui aurait fait un doublé. Et puis là, au moins, ça m'aurait permis de dire oui, il est quand même efficace dans une action de jeu où on lui donne un bon ballon et il peut terminer, tu vois. Parce que, bon, sur le but, le but qu'il met, je vais pas minimiser, mais bon, Harit lui donne un caviar, il est à 3 mètres des buts, il n'y a plus le gardien. Si on est objectif, je pense que toi, moi, n'importe qui peut le mettre, celui-là. Donc Dieng, lui, remplacé par Payet, une rentrée intéressante aussi, techniquement bien, il n'a pas trop forcé, on l'a retrouvé dans le jeu, avec Harit, ça marche bien aussi. Il a pris un peu, voilà, du temps de jeu, une demi-heure pour garder le rythme, mais on l'a préservé aussi par rapport au match de jeudi et de dimanche. Donc voilà, les rentrées de Payet et donc de Luis Enrique, j'en viens, ont été intéressantes. Notamment Luis Enrique qui a une première action où il percute, il dribble et il y a une faute sur lui non sifflée, c'est dommage, où il prend un coup au niveau du plexus. Après, il y a cette action donc qui mène la faute du gardien, le carton rouge, sur un ballon mal donné de Payet, mais ça y arrive dans les pieds, il loupe un peu son contrôle, mais il a cette explosivité, cette rapidité, où il arrive à éliminer le gardien, mais qui laisse traîner la patte, et donc faute, carton rouge. C'est dommage aussi, parce que tout comme pour Dieng, j'aurais préféré qu'Enrique finisse l'action et marque, et ça lui aurait fait énormément de bien pour la confiance, etc. Et puis même, ça aurait même fait un troisième but, tu vois, un 3-0 dans le match. Donc c'est vraiment dommage, parce que sa rentrée, elle est intéressante. Il a touché peu de ballons, le peu qu'il a eu, je trouve, il a bien fait. Il a essayé à donner des ballons justes. Et c'est un joueur que j'aimerais voir quand on n'a pas Milik, par exemple, que j'aimerais voir devant, en fait, avec un Payet d'un côté, un Under de l'autre. C'est un joueur que j'aimerais revoir en tant que faux neuf, parce qu'il a quand même cette qualité athlétique, il est robuste. Alors son jeu de tête est pas extraordinaire, mais de toute façon on joue beaucoup au sol, mais il va vite quand même. Pour partir dans le dos d'une défense, je pense qu'il va plus vite que Bakambu, par exemple. Donc j'aimerais le revoir en tant que neuf. Et je garde la fin avec le meilleur joueur du match, Amin Harit. Alors je sais, tu vas me dire que j'ai beaucoup tapé sur lui, mais pour moi, à juste titre en début de saison, j'analyse les joueurs et les matchs, match par match. Quand le joueur est pas bon, que ce soit Harit, Mandanda, Payet, on le dit, quand ils sont bons, il faut le dire aussi. Donc là, depuis quelques matchs, Harit est très bon. Ce match-là, il a été excellent. C'est lui qui mène le premier but. Il a été au cœur du jeu de partout. Il a perdu très peu de ballons. Il nous a fait voir un peu sa palette technique balle au pied en éliminant certains joueurs. Remplacé en toute fin de match par Ben Seguir, si je dis pas de bêtises. Voilà, un très beau match d'Amin Harit qui donne au moins une solution, une alternative dans le cas où on n'a pas Payet. Et tu vois, un Harit au match contre le PAOK Salonique, et je l'ai dit dans mon débrief, j'aurais aimé qu'il rentre. Il est dans une période de confiance. Il aurait fallu le faire rentrer ce match-là pour débloquer peut-être une situation. Et c'est un peu dommage aussi, là, de la part de Sampaoli, de ne pas lui avoir donné cette opportunité. La rentrée de Kolasinac, parlons-en vite fait à la place de Gueye. Bon, arrière gauche, latéral gauche, pas de problème, bon, rien à dire de particulier. Il a apporté un petit peu de rigueur dans le couloir et on l'a trouvé quelques fois au cœur du milieu de terrain, voilà, pour récupérer quelques ballons. Rien de particulier, rien à dire de plus. On est donc deuxième avec 59 points en 31 matchs, donc on se rapproche de cette moyenne, tu sais, des 2 points par match. 31 matchs, ça aurait dû faire 62 points, on est à 59, on s'en rapproche tout doucement et c'est très bien. Notre concurrent, finalement, pour la fin de saison, ça sera pas Nice. Nice qui s'est fait taper à Lens 3-0, donc il y a 8 points de nous. Ça va être Rennes. Rennes qui a 56 points, donc il reste 7 matchs. Après, il y a Strasbourg, qui a 52 points, donc il y a déjà un petit écart qui s'est creusé. Puis Nice, etc. et Monaco. On va se tirer la bourre avec Rennes. Ça va être un final intéressant. Mais voilà, on a les clés en main. On peut accrocher ce podium, je pense. On a les capacités d'accrocher ce podium si on fait une belle fin de saison. On est, je te dis, sur 4 victoires d'affilée en championnat. Il y a ce match au parc. Faudrait au moins ne pas perdre. Si on peut revenir avec un point, moi je prends. Et puis après, il y aura un Rennes-Marseille à l'avant-dernière journée. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà. Je pense que Rennes ne va pas lâcher l'affaire pour la deuxième place. Pour Nice, ça va être compliqué maintenant. Strasbourg est là. Monaco, Lyon, Lille. Bon, pour moi, tout ça, c'est décroché.
Donc ça va se jouer avec Rennes, Strasbourg et peut-être un peu Nice pour la 3e place. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce débrief. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou de Montpellier. Bien sûr, tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Bonne semaine. Ciao, ciao tout le monde.